Plus de 11 millions de tonnes de céréales et 765 000 tonnes de coton pour la campagne 2024. Ce sont là les ambitions affichées par nos autorités de la transition dans la marche vers notre souveraineté alimentaire pleine et entière. Un plan de campagne validé par la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture pour un budget qui s'élève à plus de 280 milliards de francs CFA. Les travaux étaient présidés par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Agriculture, toujours, nous nous envolerons vers le Brésil, précisément Sao Paulo, où se tient AgriShow. Notre pays participe pour la première fois à ce salon international et c'est le ministre de l'élevage qui conduit la délégation malienne. Et dans le cadre de la promotion de la technologie agricole, d'éventuels partenariats fructueux se scellent déjà, nous confirment nos envoyés spéciaux Mohamed Kentao et Barakou Maïka. Ce soir, dans cette édition, après le vestibule hier soir, nous vous amenons sous le Toguna, où le Dogon pratique depuis des décennies l'apologie des bienfaits du dialogue et du consensus. Au pays Dogon, tout se règle sous le Toguna et l'édifice est savamment conçu pour cela. C'est Cheikh Oumar Sangari qui nous le fera visiter. Dans notre chronique judiciaire de ce mardi, Garibou Pérou nous amène sur les bancs de l'école des conditions d'exercice du droit de grâce avec comme représentation récente la grâce présidentielle accordée à 298 détenus par le chef de l'État dans la mouvance des fêtes de Pâques, de Ramadan et du lancement des rencontres du dialogue intermalien. Bonsoir à tous. Le Mali s'attend à une production de plus de 11 millions de tonnes de céréales et 765 000 tonnes de coton pour la campagne 2024. Ce plan de campagne a été validé ce matin par la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture qui s'est tenue au palais de Koulouba. Le budget du plan de campagne s'élève à plus de 280 milliards de francs CFA, des efforts salués par l'APECAM qui souhaite que l'État achète 50% des produits locaux, c'est là en vue de réduire notre dépendance des importations. Le cadre de concertation des acteurs du secteur agricole s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, président du Conseil supérieur de l'agriculture, dans la salle des banquets à Koulouba. Pour plus de détails, voyons tout cela avec Siaka Konati. Le plan de la campagne agricole 2024 prévoit une production de plus de 11 millions de tonnes de céréales et 765 000 tonnes de coton, en plus de l'augmentation du prix d'achat du coton qui passe de 295 à 300 francs CFA. Les cotonculteurs bénéficieront de la subvention des intrants. Déjà, le problème et handicap principal qui était là, c'était vraiment le problème de l'acide. Je crois que ça s'est réglé. Et l'État aussi a donné son accord pour soutenir en termes de subvention des intrants. Bon, donc à ce niveau-là, nous n'avons pas de problème particulier. Mais notre inquiétude, c'est vraiment la saison. Parce que une culture qui dépend du climat et le climat est devenu de plus en plus capricieux. Nous ne devons pas nous attendre à des conditions merveilleuses pour l'hivernage. Il se peut que la campagne soit affectée par les changements climatiques. Mais là encore, il nous faut adopter des pratiques techniques intelligentes qui peuvent nous permettre de mitiger un peu les effets de ces changements climatiques sur nos productions. Il est attendu également une production de 172 000 tonnes de viande rouge, 13 000 tonnes de lait, 124 000 tonnes de poissons, 22 870 tonnes de céréales seront distribuées gratuitement à plus d'1 370 000 personnes vulnérables. La mise en œuvre de ce plan de campagne nécessitera la mobilisation de plus de 280 milliards de francs CFA. Le deuxième vice-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Abdoulaye Kamara, salue le soutien indéfectible du président de la transition aux producteurs, notamment la restitution des terres agricoles de Samankou aux producteurs, la mise à disposition à temps des engrais, l'affectation de 10% de la production de la graine de coton aux éleveurs, ce qui a beaucoup contribué à la réduction du prix de l'aliment bétail. C'est pourquoi il souhaite une augmentation de ce quota. Autre doléance présentée par l'APECAM, celle demandant à l'État de proroger d'un an le contrat plan avec l'Office du Niger, d'acheter 50% de la production locale. Les journées de réflexion de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali sur la loi de programmation des investissements du secteur agricole propose vivement d'institutionnaliser les achats en consacrant au moins 50% des achats de l'État aux produits agricoles locaux. Cette mesure stimulera la demande intérieure des produits agricoles, favorisera la croissance économique des zones rurales
et encouragera la production nationale, réduisant ainsi notre dépendance aux importations. Pour ce qui est de la campagne agricole 2023, elle a été marquée par une baisse de la production céréalière, plus de 9 900 000 tonnes, une augmentation des productions cotonnières, animales et halieutiques, plus de 590 000 tonnes de coton contre 390 000 tonnes pour la campagne précédente. Le budget du plan de campagne 2023 a été exécuté à 95%. Le prix d'achat du coton-graine aux producteurs est fixé cette année à 300 francs CFA contre 295 francs CFA l'année dernière. Le prix d'achat de 50 kg de sacs d'engrais minéral subventionnés est à 14 000 francs CFA. Ce sont là, entre autres grandes décisions issues de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Une belle occasion pour faire le point des productions agricoles et les failles à corriger. Le président de la transition a félicité les acteurs du secteur tout en attirant leur attention sur les manœuvres de certaines ONG quant à la transhumance des animaux. Retrouvons Sira Bachili. La capacité de production agricole du Mali dans la balance présidentielle, une évaluation annuelle pour noter les prouesses et les failles avec des projections pour les prochaines campagnes. Un instant de bilan devant le chef de l'État, président du Conseil supérieur de l'agriculture, et le cadre se tient pour la 14e fois. En 2023, le Mali a produit plus de 582 000 tonnes de coton et plus de 9 millions de tonnes de céréales. Des chiffres qui rassurent et qui ont mérité les félicitations du président de la transition dans le préambule de son adresse au monde agricole, un secteur vital et qui pèse pour l'économie d'un pays. La contribution du secteur agricole demeure décisive dans le maintien de la stabilité économique et sociale de notre pays. Son rôle est déterminant en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'amélioration du cadre de vie des populations, de création d'emplois, d'activités génératrices de revenus et de catalyseurs de la transformation structurelle de l'économie malienne. Cette 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture me donne l'occasion de remercier tous les acteurs de la profession agricole pour leur résilience et leur soutien aux efforts du gouvernement de transition en ces moments difficiles de la vie de notre nation. Il importe de rappeler que depuis le 14 janvier 2022, notre pays a retrouvé sa souveraineté qui mérite d'être consolidée par nos efforts au quotidien. Le président de la transition a attiré l'attention des responsables chargés du département de l'élevage et de la pêche sur les manœuvres de certaines organisations non gouvernementales sous le couvert d'une transhumance habituelle. La vigilance doit être de mise. C'est le lieu d'inviter particulièrement le département en charge de l'élevage et de la pêche a redoublé de vigilance face aux manœuvres destructrices de certains anciens partenaires qui financent des ONG opérant dans certains pays côtiers avec comme objectif la transplantation et le maintien du cheptel salien dans ces pays. Le but final est bien d'anéantir nos cheptels qui demeurent un point fort de nos économies. Des instructions seront instamment données dans ce sens pour prévenir cette menace. En faisant le point de la situation agricole au Mali, le colonel Assimi Goïta rappelle les résultats de la campagne agricole en 2023, les efforts du gouvernement pour accompagner les prévisions de 2024, année pendant laquelle le Mali compte produire plus de 11 millions de tonnes de céréales. L'accent sera mis sur les technologies issues de la recherche agricole. Les résultats obtenus au cours de la campagne agricole 2023 sont entre autres 582 558 tonnes de coton en graines, 99 748 tonnes de viande rouge, 13 661 tonnes de lait collecté. Pour la nouvelle campagne 2024 qui s'annonce, vous accordez une importance particulière à la transformation de notre agriculture à travers l'utilisation accrue des technologies issues de la recherche et à la valorisation de notre potentiel agricole. Dans le souci d'assister les exploitants dont les parcelles ont fait l'objet d'attaques par les acides au cours de la campagne agricole 2022-2023, le gouvernement a consenti un effort substantiel de 9 938
774 839 francs CFA. Et cela matérialise sans doute la tenue d'une promesse faite l'année dernière lors de la 13e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Cette mesure salutaire a ainsi permis d'effacer les crédits des intrants des parcelles endommagées par les jachines. Le Conseil supérieur de l'agriculture, c'est surtout un moment de grandes annonces de la présidence pour le secteur. Elles sont relatives au prix du coton aux agriculteurs et celui des engrais. Le chef de l'État donne des détails à propos. 14 000 francs CFA, le prix d'achat de 50 kg pour les engrais minéraux. 3 000 francs CFA pour les engrais organiques. 1 500 francs CFA le kilo de semences de maïs hybride. 17 500 francs CFA les kilos de biostimulants Ovalis. S'agissant du prix d'achat du kilogramme de coton graine premier choix, il passera de 295 à 300 francs CFA. J'exhorte en conséquence le gouvernement à mettre en place un dispositif de suivi et évaluation pour la transparence du processus d'approvisionnement en intrants et de distribution des équipements agricoles. Les dernières pages du discours présidentiel ont été consacrées aux dispositions visant à améliorer le secteur. Elles sont axées sur des orientations, à savoir l'élaboration de stratégies nationales d'agroécologie, la mise en place de la coordination multisectorielle de la sécurité alimentaire et le processus d'opérationnalisation de la politique nationale du Conseil agricole. Agriculture toujours, le Mali en quête de performance pour répondre aux nombreux défis agricoles. Nous voilà participés pour la première fois au Salon international de l'agriculture du Brésil, AgriShow, qui se tient chaque année en avril à Sao Paulo. C'est le ministre de l'Élevage et de la Pêche qui conduit la délégation malienne composée d'une vingtaine d'acteurs évoluant dans l'agro-business et la technologie agricole. Oui, AgriShow est le plus grand salon dédié à la technologie agricole de ce pays d'Amérique du Sud. Le ministre Youbaba et la délégation malienne ont pu visiter les différents stands et échanger sur d'éventuels partenariats fructueux. Mohamed Kentao et Barakou Maïga sont nos envoyés spéciaux. Tôt ce lundi matin, la délégation ministérielle accompagnée par l'ambassadeur du Mali au Brésil s'est rendue sur le site qui abrite AgriShow. Et c'est ici, à Ribeirão Preto, dans l'état de Sao Paulo, que se tient cette 29e édition. Une édition pleine de sens pour le Mali qui participe pour la première fois au plus grand salon de l'agriculture du Brésil. L'objectif visé est le renforcement du savoir-faire et la création des partenariats gagnant-gagnant en matière de production agricole. L'on aperçoit déjà des milliers de machines agricoles et d'élevage exposées à perte de vue. Et le gouvernement malien y voit les voies dégagées pour un partenariat fructueux. Car une cinquantaine de pays à travers l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique participent à ce grand rendez-vous dont le secteur privé malien est à l'honneur. Pour mieux partager l'expérience brésilienne et côtoyer d'autres puissances de l'agrobusiness et la technologie agricole, le ministre Ba s'est fait accompagner par les responsables de certaines structures et organisations paysannes, agricoles et commerciales. AgriShow aujourd'hui nous permettra de voir les opportunités, les possibilités de développer l'alimentation du bétail au Mali. Et surtout que le ministre vient de donner une bonne nouvelle qu'il a sollicité auprès des plus hautes autorités, l'obtention de 100 000 hectares par région pour pouvoir abriter vraiment le bétail malien qui est en train de sortir. À travers ce salon, faire un transfert de technologie pour au moins éviter les erreurs que les Brésiliens ont commises dans leur chemin et vraiment pouvoir avoir plus de 50 années de bénéfices du travail qu'ils ont fait. Que a gente recebe a delegação do Mali na feira. Cet événement facilite de regrouper plusieurs entreprises de technologie aussi, donc plus précisément la participation de l'équipe malienne d'ici aussi, ça va améliorer la relation entre le Brésil et le Mali. Nous avons vu ici des machines agricoles avec petit A, qui sont vraiment des tracteurs
les moissonneuses de tout calibre et toute spéculation, c'est-à-dire le riz, le mil, le soja, le coton, et nous avons aussi vu des machines qui transforment toutes ces spéculations, ce qui est très important dans notre pays. Donc vraiment, nous sortons ici de ce Agri-Show très comblé par rapport à cet aspect. Par rapport à l'élevage, nous avons vu des machines, les enceleuses, les batteuses, mais aussi les rumbaleurs. Les rumbaleurs qui font effectivement pour l'aliment bétail. Nous sommes venus pour révolutionner l'élevage, révolutionner l'agriculture à travers ces machines, à travers des personnes bien formées. Et vraiment, les initiateurs de ces Agri-Show sont prêts à aller au Mali et travailler main dans la main avec des Maliens pour un intérêt gagnant-gagnant. Les activités se poursuivent successivement à Brasilia et Uberlandia, où Yubaba et sa délégation prennent part à 2 fois d'exposition sur les différentes races bovines et les techniques culturelles de la canne à sucre. Retour au Mali avec ce communiqué de la présidence de la République. Demain, 1er mai 2024, les travailleurs et les travailleuses du Mali célèbrent avec l'ensemble de la communauté internationale la fête du travail. À l'occasion de cette fête anniversaire du 1er mai, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, adresse à tous les travailleurs et travailleuses de notre pays ses vœux de bonheur, de prospérité et de succès. Oui, en cette veille du 1er mai, l'INPS ouvre le débat autour des défis rencontrés dans des secteurs tels que la construction, l'industrie minière et l'agriculture, où les risques professionnels sont particulièrement élevés. C'est à la faveur de la journée africaine de la prévention des risques professionnels célébrée ce 30 avril, en même temps que la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Compte rendu, Salimata Dao, Sidi Modibo Dambélé. C'est à la veille de la fête du travail en 1997 que Bamako a abrité pour la première fois la journée africaine de la prévention des risques professionnels. La journée du 30 avril est donc instituée pour réfléchir aux précautions à prendre pour mettre les travailleurs à l'abri de dangers éventuels. La 28e édition coïncide avec la 22e de la journée mondiale de la sécurité et santé au travail. 2 journées célébrées chaque année à travers l'Institut national de prévoyance sociale INPS. La structure est en action constante pour garantir de meilleures conditions de travail aux travailleurs. Ces journées de prévention des risques professionnels, chers employeurs, chers travailleurs, est la vôtre. Car tout au sein de l'entreprise commence par vous, passe par vous et se termine par vous. C'est dire tout le rôle que vous devrez jouer et les responsabilités qui sont les vôtres à garantir un milieu de travail sûr et salubre. C'est vous dire tout notre engagement et détermination à préserver la santé et la sécurité des hommes et des femmes qui travaillent dans nos entreprises. Le parrain de cette célébration, Modibo Diarra, a dressé l'historique de ces 2 journées avant de souligner leur importance dans la communication et la sensibilisation aux fins de prise de décision en faveur de la population active. Pour une économie dynamique, la sécurité et la santé des travailleurs sont nécessaires. Le ministère en charge de la santé est l'un des acteurs de la prévention des risques d'accidents de travail. Selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, 2,78 millions de travailleurs meurent dans le monde chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Le ministère de la Santé et du Développement social est en train d'élaborer un plan multirisque, ce qui inclut bien entendu les risques professionnels en tant que tels. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, prône maintenant la couverture sanitaire universelle qui passe par le RAMI. Ce message, le ministre en charge du Travail propose pour une large diffusion dans les services et entreprises. La prévention, une solution à laquelle le gouvernement consacre de l'intérêt. Une politique nationale en matière de sécurité et santé au travail est élaborée. Nous avions en 2016 ratifié la Convention 155 sur la sécurité et la santé au travail, qui est une convention de l'Organisation internationale du travail, qui est devenue en 2022
une convention fondamentale, ça veut dire une convention qui s'impose à tous les États de l'OIT, les 187 pays, même s'ils ne les ont pas ratifiés. Donc ils ont l'obligation de transposer cette convention dans leur législation nationale. Et cette convention recommande que chaque État qui ratifie puisse adopter un document de politique nationale de sécurité et santé au travail. Et depuis 2022, le Mali est en chantier pour pouvoir finalement finaliser donc, ce document de politique nationale de santé et sécurité, qui sera incessamment soumis donc, au Conseil des ministres. Les acteurs du monde du travail réunis vont échanger sur les défis des secteurs tels que la construction, l'industrie minière et l'agriculture, où les risques professionnels sont particulièrement élevés. Voilà, l'INPS qui donne le temps de la célébration demain du 1er mai, journée internationale du travail. Cette année au Mali, la commémoration est placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Voyons ensemble la synthèse faite par Abdul Karim Kaba du discours du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Les conditions de travail, le meilleur rendement et le dialogue pour le développement du pays, telle est l'expression des autorités de la transition. C'est pourquoi la fête du travail de cette année est célébrée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Le gouvernement a toujours fait du dialogue social son credo. En effet, le dialogue social est un défi permanent et une nécessité évidente afin d'aboutir à un développement durable. Il constitue un moyen de réalisation du progrès économique à travers la consultation et l'adhésion aux politiques sociales, toutes choses qui concourent à la consolidation de la paix sociale. Se relevant peu à peu des conséquences des 3C, c'est-à-dire le changement climatique, la Covid-19 et la crise socio-sécuritaire, autorités de la transition et l'ensemble des travailleurs ont décidé de s'unir autour de l'essentiel, d'où la signature du pacte de stabilité sociale le 25 août 2023. Le gouvernement poursuit avec détermination la mise en œuvre du plan d'action du pacte de stabilité sociale et de croissance signé le 25 août 2023 entre le gouvernement, le patronat et les partenaires sociaux, avec son plan d'action 2023-2027 pour une incidence financière de 105 milliards 918 millions de francs CFA. Ceci a pour objectif d'appliquer pleinement les 139 recommandations de la conférence sociale assorties d'une trêve sociale de 5 ans. Justement, dans le cadre de la mise en œuvre de ce pacte de stabilité sociale, plusieurs actions ont été menées. L'adoption du décret portant création du Conseil national de dialogue social en août 2023, l'élaboration de la lettre circulaire sur la liberté syndicale en décembre 2023, la création du comité technique de suivi du pacte de stabilité sociale, l'adoption en cours du projet d'arrêté fixant les règles et modalités d'organisation des élections professionnelles de représentativité des organisations syndicales de travailleurs, l'évaluation du PV de conciliation signé le 5 février 2021 entre le gouvernement, le patronat et l'UNTM les 25 et 28 mars 2024. L'évaluation en cours du PV de conciliation signé le 28 juillet 2021 entre la CSTM, le gouvernement et le patronat. L'évaluation en cours du PV de conciliation signé le 29 décembre 2021 entre la CDTM, le CNPM et le gouvernement. L'évaluation en cours des différents PV de conciliation signés avec les syndicats autonomes et sectoriels. L'adoption en cours du document des politiques nationales de sécurité et santé au travail, entre autres. La mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle RAMU permettra d'atteindre des objectifs de développement durable en matière de protection sociale. La fête du travail est l'occasion donc pour les travailleurs de jeter un regard sur les progrès accomplis en matière de droits du travail, mais aussi d'explorer les perspectives pour l'avenir. Et le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 1er mai 2024, fête du travail, est chômée et payée sur
toute l'étendue du territoire national. Et pour accompagner la fête du travail, notre compatriote, l'écrivain Aboubakar Eros Sissoko, jette un regard sur la bravoure et le courage de Bambouguchi, fils du roi Ngolo Diarra, symbole du travail et de l'engagement. À peine âgé de 26 ans, l'auteur souhaite que Bambougou serve comme source d'inspiration à la génération actuelle et future. Bambouguchi Diarra, le prince bâtisseur du canal de Bambougou, édité par les éditions du Mandé, est désormais disponible dans nos kiosques et librairies. Et c'est de l'écrivain Aboubakar Eros Sissoko. Tout en image également, 57e session de la Commission sur la population et le développement. Elle est réunie à New York. Les représentants des États membres de l'Organisation des Nations Unies, la délégation malienne est conduite par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Le ministre Imran Abdoulaye Touré, dans son intervention, a mis l'accent sur la volonté politique des autorités maliennes à mobiliser plus de ressources internes et externes. Et ça se tient à New York. Un mot des œuvres sociales du président de la transition. Les populations de Baro, Koroji et Konyumani, Wereda, deux quartiers de la commune rurale de Djalakoroji, sont les heureuses bénéficiaires de 2 forages d'eau. C'est le conseiller spécial du président de la transition qui a procédé à l'inauguration de ces infrastructures porteuses d'espoir. Abibatou Koyan-Diakité, Aruna Diarra était sur place. Cercle de Kati, commune rurale de Djalakoroji, où vivent un peu plus de 200 000 âmes. Nous sommes à Barokoroji, un quartier perché sur les hauteurs d'une colline. À vue d'œil, on comprend immédiatement le besoin crucial en eau potable qu'éprouvent ces populations. L'inauguration de ce forage de 5000 litres d'eau est accueillie avec joie et allégresse par les habitants. C'est le 327e ouvrage offert gracieusement par le président de la transition qui répond ainsi à un appel parmi tant d'autres. Le forage est réceptionné pour la prospérité, surtout des femmes vivant sur ce site. Donc an b'a ɲini a fɛ Jalakɔrɔji bi Jalakɔrɔji fo maa 200 ni kɔ de la donc a ka hakili to an na ni kɔni diyara an ye halisa an b'a ɲini a fɛ ni an sera ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ ka fara nin kan a bɛ diya an ye. À quelques kilomètres de là trône le 328e forage. Ici à Konyumani Wereda est inauguré ce second forage ce 30 avril par le conseiller spécial du président Goïta, toujours en présence des autorités locales. Sur place, même cause, même effet. On est présent fou. On est ani aka gouvernement bela jelen fou. U fle kana degundo de bo anga sikida mogo ka no ji ka jida ama. Amba fo ola dante foli mena. Ka irawla ka fo a jera anw bi kosobe. Amba ngini présent fait, amba ngini aka gouvernement fait hali bi am mako be nunu na nyogonaw la. Alhamdulillah ambe Konyumani Wereda la. Konyumani Wereda an bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ kulila ya an donnen de da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o n'a ɲɔgɔnna alhamdulilayi ka musow bɛɛ lajɛlen fo muso ninnu k'u cɛsiri dante cɛsiri min na château dira ma u k'a kɔlɔsi. L'accès à l'eau potable étant un droit fondamental pour tous, Agibou Dambélé dira que le colonel Assimi Goïta n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Les œuvres sociales vont s'intensifier et se diversifier. L'inauguration de ces points d'eau, c'est traduire la solidarité et l'engagement du président de la transition envers le peuple malien en général. Sur toute l'étendue du territoire, la demande en eau potable est très forte. Eux, ils ont eu la chance d'avoir ces forages. Le président de la transition les a offert ces forages. C'est leur tour aujourd'hui de prendre soin de ces forages pour bien les entretenir, afin que d'autres personnes aussi puissent imiter le président de la transition, que la solidarité malienne se confirme. Partout où la délégation est passée, les populations ont formulé d'autres doléances. Sur le premier site, les habitants souhaitent que les autorités résolvent à jamais le problème de carrière, ce lieu où sont extraites des pierres auxquelles ils sont affrontés quotidiennement.
Quant aux bénéficiaires du second forage, ils veulent surtout voir leurs différentes routes aménagées. Et ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2024 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi demain 2024 et jour suivant s'il y a lieu. L'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption du procès verbal. 2. Délibération sur les projets de loi. 3. Communication. Les travaux vont débuter à partir de 14h dans la salle Djeliba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB, et dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Ce soir, dans cette édition, après le vestibule des Traoré à Sikasso, hier soir, nous vous amenons sous le Toguna, où le Dogon pratique depuis des décennies l'apologie des bienfaits du dialogue et du consensus. Au pays Dogon, tout se règle sous le Toguna et l'édifice est savamment conçu pour cela, et c'est Chegoumar Sangare qui nous fait visiter ce symbole du dialogue et de l'humilité du Dogon. Ouvrons une autre page de l'univers fascinant Dogon. Objectif, mettre en lumière les liens entre le vivre ensemble et un important patrimoine architectural, le Toguna ou Sonan. Quand nous essayons de le décomposer, Togu, ça veut dire hangar, et Na, ça veut dire mer, principal, premier ou grand. Donc, c'est la première habitation. Le Toguna est aussi appelé la case à palabres dont l'histoire se confond avec celle du pays Dogon. Le premier Toguna a été érigé à Kani. Kani, si on se remémore un peu de l'historique des Dogons, les premiers, entre guillemets, se sont d'abord installés à Kani. À Kani, ils ont fait un Toguna avec 8 piliers. 8 piliers et puis 8 strates, c'est-à-dire 8 couches. Pour la simple raison, les 8 piliers constituent en fait les 8 nomons, c'est-à-dire les génies des eaux qui ont accompagné les Dogons de leur lieu d'habitation d'avant pour arriver jusqu'au pays Dogon. Par endroits, le nombre de piliers passe à 9, mais pas plus. Sur des piliers en bois, l'on sculpte des personnages de la mythologie Dogon. Cependant, les piliers ne sont pas toujours en bois. Sur le plateau, les Togona là, ils sont construits avec des piliers en pierre. Parce qu'au Séno, il n'y a pas de pierre pour construire. Donc là, ce sont des piliers vraiment sculptés. Et dans la sculpture donc, de ces piliers-là, ce sont les jeunes qui se rivalisent dans l'art de confectionner un pilier, dans l'art de sculpter un pilier. Les enfants non circoncis et les femmes ne sont pas les bienvenus sous le Toguna. Dedans, une conduite saine est exigée. Il est formellement interdit de mentir sous le Toguna. Parce que le Toguna est un lieu sacré. Donc ça, c'est un peu la sacralité même du Toguna, donc culturellement parlant. C'est pourquoi les gens avaient plus peur même du tribunal traditionnel qui est le Toguna que d'aller au tribunal moderne. Le Toguna est un haut lieu de gestion traditionnelle des conflits. Dans son architecture, il est d'une hauteur telle que l'occupant ne peut pas se tenir debout. Une stratégie qui vise la prévalence du consensus lors des discussions. En effet, pendant les pourparlers, il arrive que les esprits s'échauffent. Dans ces cas, les plus énervés voulant quitter précipitamment les débats se heurtent la tête contre le toit du Toguna. Ici, l'ingéniosité architecturale Dogon impose le dialogue. Le rôle du Toguna
est vraiment de trancher les conflits, est vraiment un lieu où on vous inculque la tolérance, où on fait la promotion de la paix, où on fait aussi un peu le dialogue inter et extra-communautaire. Le Toguna est aussi la traduction de la modestie de l'homme Dogon. Si vous voulez rentrer là-dessous, vous vous baissez pour rentrer. Vous voulez sortir, vous vous baissez pour sortir. Sous le Toguna, vous rentrez humble. Vous sortez avec cette même humilité. Si entre Maliens, on arrive à prendre exemple de cette humilité en rentrant, de cette tolérance entre nous, nous allons construire un havre de paix. Nous sommes tous les fils et les filles du même pays. Nous sommes tous du même cordon ombilical. Compte tenu de son importance, le Toguna est reconstruit après plusieurs années dans une ambiance communautaire. C'est une autre preuve de la vitalité de nos mécanismes traditionnels de gestion des conflits. Le ministre de l'Environnement en visite dans la zone de Sélingué, dans la commune rurale de Faraba. Beaucoup de dégâts environnementaux causés par les exploitants forestiers illégaux constatés par la délégation du ministre Samaké, Youssouf Diakité, Aloubé Kone. Reportage. C'est un désastre écologique auquel le ministre de l'Environnement et sa délégation ont constaté avec amertume et désolation suite à cette mission surprise. Nous sommes dans la commune rurale de Faraba, à une trentaine de kilomètres de Sélingué, dans la région de Boukouni. Une situation qui suscite beaucoup d'interrogations. Nous sommes là suite à des signalements par rapport à la présence dans cette région de mines industrielles mais illégales. Donc nous sommes là pour démanteler ces orpailleurs clandestins et pour les faire déguerpir de ces localités-là. Donc nous avons vu déjà 2 sites. Vous-même vous avez vu que les paysages sont dévastés avec des excavations qui peuvent aller jusqu'à 15-20 mètres souvent de profondeur. Un affluent du Sankarani qui arrive jusqu'ici et qui est obstrué sur plus de 4 km. La déception est perceptible. Nous avons des populations totalement désœuvrées qui ont été expropriées de leurs terres de culture pour en faire des zones minières par des exploitants illégaux. L'agriculture est notre principale activité. Si nos terres et nos cours d'eau sont dévastés de cette façon, ça ne reste que la déception. En tout cas, nous comptons sur nos autorités pour définitivement régler cette situation. C'est une catastrophe écologique, c'est la désolation que nous avons vue, en tout cas dans ces localités. Et ces comportements perdus depuis un certain temps. Ça a perdu depuis un certain temps, malheureusement, avec des complicités locales. Et les dispositions réglementaires en la matière sont déjà en cours de mise en œuvre. L'on s'interroge alors comment restaurer ces zones dégradées pour qu'elles puissent retrouver leur santé d'antan. L'envergure des dégâts est très énorme. Il y a effectivement des techniques de réhabilitation des mines qui peuvent être employées pour pouvoir atténuer, parce qu'on ne peut pas effacer ça. Au terme de la mission, le ministre Samaké rassure que toutes les dispositions seront désormais prises contre cet état de fait. Je vous propose à présent d'écouter Amadou Sanoussi Dafé au micro de Mamadou Fané, le vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui a conduit cette semaine une délégation au Mozambique où elle a rencontré nos compatriotes. Les échanges ont essentiellement porté sur les préoccupations auxquelles nos compatriotes sont confrontés. On l'écoute. Nous nous réjouissons de la participation active de tous les Maliens
cet après-midi par leur intervention, par leur contribution de qualité. Nous avons pu recenser quelques questions, quelques préoccupations majeures de la documentation, ce qui est des documents administratifs, je veux dire les cartes de séjour, les cartes de résidence, et aussi de l'autre côté les passeports et les NINA du côté des documents de la République du Mali, et aussi leurs inquiétudes, leurs préoccupations par rapport à l'acte de naissance des enfants nés sur le territoire mozambicain. Un colloque des leaders religieux, légitimité traditionnelle et autres acteurs de la société civile vient de débuter à Ségou. Les travaux portent sur la condamnation des pratiques liées à l'esclavage au Mali. À l'issue de la rencontre, un guide de sensibilisation sera examiné, adopté et signé par l'ensemble des acteurs, nous dit Honoré Tcheno. C'est un colloque participatif avec une approche brainstorming pour contribuer à la lutte contre l'esclavage par ascendance au Mali. Voilà en substance ce qui réunit la vingtaine de leaders religieux, des légitimités traditionnelles et organisations de la société civile pour 3 jours d'atelier à Ségou. La pratique de l'esclavage au Mali nous interpelle tout. Dans la mesure où elle est éternelle l'image de notre beau pays qui a toujours été une terre d'accueil, d'hospitalité, de tolérance, d'inclusivité, de dignité et de vivre ensemble. Au cours de l'atelier, un guide de sensibilisation sera examiné, adopté et signé par l'ensemble des acteurs. Un communiqué conjoint élaboré pour condamner la pratique de l'esclavage au Mali. L'Organisation internationale du travail appuie et accompagne l'initiative. L'esclavage est la première forme de violation des droits de l'homme qui a été reconnue dans le monde et a été officiellement abolie en 1905 et qualifiée de jusqu'audience, c'est-à-dire une interdiction ferme, un principe sans exception ni dérogation. Malgré tout, ces textes ratifiés ou adoptés et la volonté ainsi affichée des autorités, la réalité est que la pratique de l'esclavage demeure encore dans certaines parties de notre pays. En plus de la condamnation de la pratique de l'esclavage par les acteurs religieux, un communiqué conjoint est publié dans les langues bamana, française et arabe et le financement est assuré par l'Organisation internationale du travail. À Ségou, toujours, Ansardine International a organisé son Maouloud spécial 2024. Au stade municipal Sori Ibrahim Konandji, des milliers de musulmans ont pris part à cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la paix, l'entente et le vivre ensemble dans la pratique de l'islam. Le guide religieux Chérif Ousmane Madani Aïdara a invité ses concitoyens pour une union sacrée autour du Mali. Fousseini Samake, Bakari Traoré, depuis Ségou. Ils sont des milliers de musulmans à prendre part à ces spéciales Maouloud. À travers cette rencontre, l'Amsardine International vise à consolider la paix, l'entente et la cohésion entre les musulmans. Nous plaçons ces Maoulouds sous le signe de la paix et la cohésion sociale. Selon le Saint-Coran, il faut d'abord qu'on s'entende pour que Dieu nous accompagne. Soutenons nos femmes. Mon message spécial, c'est d'inviter tous les Maliens à l'union sacrée pour notre pays. Les musulmans et représentants d'autres croyances religieuses qui se sont succédés à la tribune ont invité les Maliens à l'union sacrée autour de ce qui nous unit, c'est-à-dire le Mali. C'était en présence des autorités de la 4e région et d'autres responsables nationaux en charge des affaires religieuses et du culte. Comme vous le voyez, c'est les chrétiens qui viennent de parler. Et il y a d'autres tendances qui sont là. Donc nous sommes plutôt heureux de savoir que la Fédération Ansardine est en train de faire notre travail en réalité. Et nous sommes très heureux et très contents d'être là. Cela intervient à un moment crucial pour nous, à un moment où le dialogue intermalien s'est déjà déroulé dans sa phase communale ainsi que sa phase régionale. Donc c'est de prier, se donner la main pour que cela soit une réussite totale pour l'ensemble des Maliens, pour que encore une fois les Maliens se donnent la main, s'entendent sur l'essentiel pour bâtir leur pays.
À travers les lectures du Coran, les prêches et bénédictions, les participants venus du Mali et d'ailleurs ont formulé des vœux pour une réconciliation dans un Mali apaisé. Chronique judiciaire de ce mardi, Garibou Pérou nous amène sur les bancs de l'école des conditions d'exercice du droit de grâce, avec comme représentation récente la grâce présidentielle accordée à 298 détenus par le chef de l'État dans la mouvance des fêtes de Pâques, de Ramadan et du lancement des rencontres du dialogue intermalien. Les 298 bénéficiaires ont été sélectionnés parmi plus de 500 détenus. Ils sont issus de 32 établissements pénitentiaires à travers le Mali, dont la maison centrale d'arrêt de Bamako et celle de Kenyoroba. Sachez que l'octroi de la grâce relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On suit ensemble. Président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République exerce les droits de grâce. Cette prérogative est d'ailleurs inscrite à l'article 65 de la Constitution du 22 juillet 2023 et de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982. Cette mesure de clémence du président Goïta à 298 détenus est motivée par des raisons humanitaires. La grâce présidentielle, c'est une mesure qui est prise par le chef de l'État pour accorder sa clémence à des détenus. C'est une mesure qui relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Et par exemple, pour ce dossier, initialement, on avait plus de 500 noms, mais au finish, on se retrouve avec 298. Maintenant, dans ces cas particuliers, donc, le président de la transition a pris cette mesure à titre humanitaire par rapport à la canicule que nous sommes en train de vivre. Il fait très chaud. La grâce présidentielle peut être accordée à toute personne condamnée par une juridiction malienne. Les intéressés, selon leur situation pénale, bénéficient de remises totales ou partielles sur les reliquats de la peine. D'abord, il faut dire que la grâce concerne des personnes qui sont déjà jugées et condamnées. Les mesures de grâce qui sont accordées, donc il y a certaines personnes qui bénéficient d'une remise de 2 ans ou d'1 an. Maintenant, s'il se trouve que la personne est à 1 an ou à 2 ans de l'expiration de sa peine, donc la grâce devient totale. Et la personne sort immédiatement après la notification et l'exécution du décret. Maintenant, s'il se trouve que la personne a une peine plus longue, par exemple de 5 ans ou de 10 ans, et que la remise qui lui est accordée est de 2 ans, donc en ce moment, c'est une remise partielle. Donc la personne sera obligée de purger les reliquats des 3 ans de peine. Donc c'est comme ça que se fait les calculs. La grâce présidentielle ne saurait porter préjudice aux droits des tiers. Elle ne porte atteinte ni aux droits du Trésor ni aux droits des parties civiles. Lorsqu'une infraction à la loi pénale se commet, il y a 2 préjudices. Le premier préjudice concerne le préjudice qui est directement ressenti par la victime de l'infraction. Par exemple, un de mes biens a été volé, donc j'ai subi le préjudice directement. Donc le second niveau, c'est le préjudice qui est subi par la société, par l'ordre social. Parce que nous savons que le vol, c'est une infraction, c'est un comportement qui est interdit, qui est prohibé dans la société. Donc à travers l'acte posé dans la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, le voleur trouble l'ordre public. Et c'est à cause de ce trouble de l'ordre public que l'intéressé va en prison et de la gravité aussi de l'acte. Donc, ce qui fait qu'on peut réduire sa peine sans que cela n'annule donc son obligation de remettre la victime dans ses droits. La grâce présidentielle est demandée lorsque tous les recours judiciaires sont épuisés. C'est donc le recours de la dernière chance. Elle peut être sollicitée par le condamné, par ses parents ou par le ministère public. Elle peut être prononcée par le président de la République en l'absence de tout recours du condamné. Chaque détenu a la possibilité d'un point de vue légal de demander la grâce. Et d'ailleurs, au-delà de ceux qui sont sélectionnés par les chefs d'établissement pénitentiaire, il y a les demandes formulées individuellement par les différents détenus, donc pour bénéficier de cette grâce présidentielle. Il y a aussi l'obligation qui est faite
d'inscrire sur la liste des personnes sollicitant la grâce les personnes qui sont déjà condamnées à mort. Ça, c'est systématique, de manière systématique, et on doit les inscrire sur la liste. Cette mesure de grâce nous montre d'abord que ceux qui sont en prison, ils ne sont pas oubliés. C'est des Maliens qui comptent. Et les Mali comptent sur tous ses fils. On a besoin qu'ils s'amendent, qu'ils reviennent pour contribuer à la construction du pays. Les 298 bénéficiaires de la grâce présidentielle ont fait preuve de bonne disposition à la réinsertion. Cette mesure du président Goïta répond à un impératif de la situation des établissements pénitentiaires qui connaissent aujourd'hui une forte densité. Merci Garibou Pérou. Où est donc passée la carrosse d'or de notre grand réalisateur, le doyen Souleymane Cissé? Dans ce communiqué, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a appris avec affliction la disparition du carrosse d'or décerné à M. Souleymane Cissé, réalisateur malien, lors du festival de Cannes en mars 2023, en reconnaissance de sa brillante carrière et pour ses chefs-d'œuvre cinématographiques. Cette distinction qui honore le cinéma malien a été accueillie avec joie et une grande fierté par les plus hautes autorités de notre pays et tout le peuple du Mali. La nouvelle de la disparition de ce trophée suscite aujourd'hui un émoi collectif et une indignation profonde chez tous les Maliens. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture en appelle à la mobilisation de tous, autorités publiques et populations, pour aider à retrouver ce trésor national. Devant cette épreuve affligeante, le ministre assure de la solidarité et du soutien du gouvernement à M. Cissé et sait compter sur la collaboration de tous et de chacun. Ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Demain 13h, Abdoulaye Sako, bonne fête de travail à nous tous et grand merci à nos téléspectateurs de Baro Koroji et Konyumani Wereda, c'est dans la commune rurale de Djalakoroji. Et juste après moi, la météo, une présentation de Abdoulaye Keita. Bonsoir à tous.